Maintenant, nous allons nous envoler. Nous allons nous envoler et découvrir le Québec. En fait, je vais vous montrer un constat de ce qu'est ce territoire-là que je survole depuis plus de 50 ans et qui m'interpelle particulièrement. Voici ça, c'est mon outil de travail, mon bureau. J'ai commencé à travailler au ministère de la Culture en 1975 à faire un inventaire. On nous avait demandé à l'époque de faire un inventaire du patrimoine bâti. Et on nous avait donné à peine 5 ans pour faire cet inventaire-là. Quoi de mieux que faire un inventaire à partir d'un petit Cessna 172 et de survoler le territoire? C'est ainsi que toutes les maisons patrimoniales du Québec ont été identifiées, photographiées, cartographiées et sont présentement aux Archives nationales. Pas juste l'architecture, mais on a documenté aussi, comme vous pouvez le voir, le type de clôture qu'on pouvait avoir sur le territoire ou encore même les activités halieutiques de pêche. Lorsque cet inventaire s'est terminé, j'ai pris le goût de m'envoler et je me suis donné un devoir de mémoire, le fait d'essayer de documenter tout ce territoire-là pendant le temps que je vivrais. Et voyez-vous, ça fait déjà 50 ans que je le fais et je n'ai pas encore terminé. Normalement, j'ai un avion prévu pour la fin de semaine pour aller photographier un territoire au nord du Québec. Mais ma première démarche, à un moment donné, était, comme historien, de faire des comparaisons entre les documents anciens et les miens. Alors, j'allais chercher des photographies aériennes, comme vous pouvez le voir ici, des années 50, et je la documente aujourd'hui. Ça nous permet d'apprécier évidemment l'évolution du territoire, aussi de voir comment aussi s'est développé ce territoire-là. Voyez-vous, en banlieue de Québec, ou en 1930, c'était une immense région agricole. Évidemment, aujourd'hui, avec les comparaisons qu'on peut faire, bien, évidemment, l'urbanisation s'est créée, mais elle a aussi, curieusement, créé une canopée urbaine. Alors, une végétation qu'on n'avait pas auparavant. Encore ce type de développement qu'on retrouve évidemment, mais faut pas je pense qu'il ne faut pas être triste de la chose, il faut juste constater. Mon métier d'historien est de justement constater l'évolution d'un territoire. J'ai fait la même chose avec d'autres photographies. Ici, la compagnie franco-canadienne, photographie qui a été prise en 1927 et qui illustre, qui montre un héritage des Premières Nations, les pêches à fascines qu'on retrouvait tout le long du Saint-Laurent. Quelques années plus tard, tout a disparu. Alors, la même chose, voyez-vous, en Gaspésie, où c'est un peuple de pêcheurs. Alors, le type de culture était vraiment petit, parcimonieux. On cultivait par petits lots. 80 ans plus tard, bien, tout a disparu. J'ai aussi, à cause de mon vénérable âge, pu faire des comparaisons avec les photos que j'avais prises en 1975 et celles que j'ai aujourd'hui. Alors, ici, c'est le musée de la civilisation, les stationnements dans les villes qui sont heureusement presque chose du passé maintenant, parce que je trouve que les villes ont un intérêt et une fascination maintenant pour l'embellissement de leur territoire. Dans mon travail de documentation, bien évidemment, j'ai essayé d'identifier et de photographier les lieux les plus emblématiques du Québec, que ce soit des petits bâtiments comme les bâtiments de pêcheurs qu'on peut retrouver à Natashquan, que ce soit comme l'île Providence, qui est le seul cas de transhumance humaine au Québec, c'est-à-dire que pendant l'été, les gens déménageaient, s'en allaient sur une île pour être plus près de la ressource halieutique, les poissons. C'est vraiment un cas exceptionnel. Et évidemment, comme ils étaient chrétiens, ils ont construit leur île, une église sur leur île. D'autres façons de construire m'interpellent beaucoup. Voyez-vous, ça, c'est un village de gens de Terre-Neuve qui sont venus s'installer au Québec et qui sont installés sur un écran rocheux. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a aucune rue, là. On est vraiment un amas de maisons. On voit bien que le transport principal, c'est le bateau. Et après ça, les gens se promènent entre leurs maisons sur des trottoirs. Évidemment, dans ma quête de chercher la connaissance, ben, il y a aussi les épaves.
vous savez, le fleuve Saint-Laurent est un des plus grands fleuves au monde. Et évidemment, ben, nous avons, à cause de ça, un nombre incalculable d'épaves qu'on peut retrouver de temps en temps à marée basse. Évidemment, là, je m'apprête à les photographier. Et en même temps que les ressources archéologiques. Lorsque, évidemment, il y a des ressources archéologiques, des recherches archéologiques d'importance, ben, je vais les faire comme celles que Parc Canada a entreprises en face du Château Frontenac. D'autres éléments m'interpellent aussi. Voyez-vous, en termes d'urbanisme, toute la relation entre la ville et l'eau. Dans ce cas-ci, c'est assez remarquable parce que Québec a fait le même exemple que Chicago, a redonné l'eau à ses citoyens et a créé une promenade qui est absolument exceptionnelle qu'on rencontre encore, qu'on voit encore et qui sert d'exemple maintenant. Même chose avec des villes qui sont, mais Arvida, qui est une ville de compagnie, qui devrait être classée au patrimoine mondial, et une ville tout à fait exceptionnelle qui a été construite par une compagnie en l'espace d'une centaine de jours et qui a conservé toutes ses caractéristiques architecturales et urbanistiques. D'autres exemples m'interpellent aussi, comme, voyez-vous, ces constructions modernes s'inspire d'une façon de construire médiévale. Alors, les cercles radioconcentriques, et il y en avait deux dans la région de Québec, et cette partie-là n'avait pas été construite par les anciens au 18e siècle, mais les, les contracteurs ont décidé de construire des lots de cette façon-là. C'est absolument fascinant. Et c'est la perception qu'on peut voir du haut du ciel. Demain, quand je documente évidemment n'importe les éléments les plus importants de notre patrimoine, comme l'île de la Quarantaine, pour laquelle plusieurs immigrants irlandais sont venus et ils sont morts sur cette île-là, qui est un cimetière assez remarquable de, de cette épopée-là. D'autres, évidemment, à Québec, Québec a été classé au patrimoine mondial, entre autres en cause de cette fortification inspirée de Vauban, un ingénieur français, mais qui a été construit par des Anglais au 19e siècle, quand même exceptionnel. Lorsqu'on survole le ciel, on découvre évidemment une architecture, mais il y a aussi les éléments toponymiques viennent nous interpeller. Voyez-vous, Québec, en Micmac, les Autochtones en disaient, ça voulait dire le rétrécissement du fleuve. Bien, la photo aérienne nous rend très bien cette idée de rétrécissement. Un autre exemple, c'est qu'au 17e siècle, il y a eu un immense tremblement de terre au Québec et cette langue de terre-là que vous voyez a dévalé et est venue s'ancrer dans le sol, dans le fleuve. Mais ça s'appelle les éboulements. Alors, la toponymie devient un élément, un facteur important de la connaissance du territoire. Évidemment, il y a certains secteurs comme les forges de Trois-Rivières qui sont absolument remarquables, ou encore Québec est un. Québec, écoutez, c'est 3000 églises. 3000 églises qui ont été construites au 19e siècle et on en perd présentement plus de 600 par année, qui sont désaffectées, évidemment, à cause de la religion qui est manquante, mais aussi parce que ces églises-là constituaient des temples énormes et l'entretien est très difficile. L'entretien et la réutilisation. Alors, mon devoir de mémoire s'inscrit dans cette durée-là de documenter encore et de photographier les églises. Je dis église, mais aussi je parle de monastère. Évidemment, il n'y a pas juste l'architecture ancienne qui m'intéresse, mais comme l'architecture moderne. Cet exemple, voyez-vous, d'art déco, mais absolument exceptionnel, qui était construite dans les Laurentides, a malheureusement été démoli par des promoteurs qui n'en voulaient absolument pas. Au moins, je me dis, mon travail, mon devoir était d'identifier, de photographier cette beauté architecturale-là, et on l'a encore mal là. Même chose comme les édifices de Miss Van der Rohe, qui eux autres sont un des plus grands architectes contemporains du 20e siècle, qui sont encore présents, heureusement, sur le territoire. Je suis intéressé aussi par les légendes.
Voyez-vous, dans les Torngat, au nord, les Inuits appellent ce lieu-là, on peur de ce lieu-là parce qu'on dit que les mauvais esprits s'y sont réfugiés et viennent hanter les humains. Alors, la légende m'interpelle, mais aussi qu'on voit la beauté dramatique du site. On comprend pourquoi de telles légendes s'inscrivent. Même chose avec cette île-là s'appelle le corps mort. Évidemment, on dit que c'est le diable qui a voulu faire comme Dieu et de créer un monde à sa façon. Il a créé un monde, mais il n'y a aucune vie dessus. Alors, mais ça fait partie, c'est inscrit dans le territoire, dans nos racines. Le fleuve, je vous le disais tout à l'heure, c'est un des plus grands fleuves au monde. Dans ce fleuve-là, on a eu ce qu'on appelle nos sentinelles du Saint-Laurent, les phares, qui malheureusement sont tous en train de disparaître. Un de mes intérêts est justement de les photographier et de continuer à essayer de garder leur mémoire vivante. Des éléments aussi m'intéressent plus la course au canot. Course au canot qui est une tradition des Premières Nations, parce qu'on faisait du canot sur glace au 17e siècle, 16e. Et cette façon de faire est devenue un sport extrême, absolument exceptionnel. Évidemment, il y a quand je dis paysage éphémère, comme le pain de glace sur la chute Montmorency, ou encore un autre héritage des Premières Nations, la récolte des Atokas ou des canneberges qu'on voit au Québec, qui est quand même un héritage des Premières Nations qui est très présent. Parlant de Premières Nations, bien évidemment, je documente tout ce qui s'appelle identité des Premières Nations, comme cette extraordinaire ville d'Oudjibougumo qui a été construite par Douglas Cardinal, un architecte absolument exceptionnel, et qui s'inscrit dans la cosmogonie des Premières Nations. Alors, on l'a construit à la façon de leur façon de penser. Même chose maintenant dans le nord du Québec. On construit avant les réserves, les endroits où résistaient les Premières Nations étaient vraiment réglés par Ottawa et de façon assez dramatique. On transposait la banlieue dans un territoire absolument exceptionnel. Maintenant, on s'intègre dans notre environnement et ça, je trouve que c'est un acquis exceptionnel. Voyez-vous, comme ici, à Natashquan, les Premières Nations, les Inuits qui sont là, on comprend quand on voit la photo aérienne et la rivière, que la rivière joue un rôle absolument important pour eux. C'était le lien de communication pour aller chasser sur les territoires du Nord. Et quand on voit évidemment le site de la réserve, mais avec la rivière à l'arrière, on comprend tout de suite comment ça s'est passé. Comment s'est inscrit dans le territoire cette nation-là. Même chose à Shefferville, où là, par contre, on assiste à un réaménagement du territoire, mais on a un environnement absolument à l'arrière, comme vous pouvez voir, absolument dégradé. Évidemment, qui dit fleuve dit épave. J'essaie de les répertorier du mieux que je peux, mais on en a déjà pas mal. Ce qui aussi m'interpelle de plus en plus, ce sont les changements climatiques, les phénomènes d'inondation. On en connaissait quelques-unes, mais jamais depuis 10 ans, écoutez, là, je pourrais vous dire qu'il y a des cas d'inondation à chaque année que j'essaie de documenter. Mais c'est d'un drame épouvantable. Je dis inondation, mais je vous dirais que l'érosion du territoire, moi, je n'ai jamais vu ça depuis. Il y a 50 ans, on ne se voyait pas l'érosion du territoire. Maintenant, elle est de plus en plus manifeste. Voyez-vous cette photo-là avec, voyez-vous la cavité juste avant du phare? C'est une photo que j'ai prise aux îles de la Madeleine. C'est mon ami qui était le propriétaire du phare. Quand je lui ai montré la photo, il a dit, oh là, on a un problème qui s'en vient. Effectivement, il est obligé de déménager le phare, la maison. Le territoire des îles est grugé de plus de 30 à 50 centimètres par année. C'est énorme. Et là, vraiment, ce terrain-là est obligé d'être abandonné à cause de cette érosion-là. Cette érosion-là, on la voit de plus en plus. L'absence de glace, les vents, les marées font qu'il y a des grandes portions du territoire qui disparaissent. En Gaspésie, même les plaques, les stèles tombent dans la mer.
Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'interpelle, pas qui m'intéresse, c'est la pollution causée par les minières. Écoutez, on n'est pas sur la planète Mars, on est en Abitibi. Et c'est dramatique. Et en plus, on voit que des jeunes vont jouer dans cette pollution-là. Même chose tout près des villes. Vraiment, les usines polluent de façon épouvantable sans se soucier même de garder intact leur environnement. Tout près de Shefferville, les rivières sont désolées, sont même finies. Regardez, ça, quand je pense à Shefferville et je pense aux pauvres Inuits qui vivent dans ce coin-là, je me dis c'est un territoire qui ne sera jamais remis en ordre. C'est impossible. C'est trop grand. J'ai publié plus de, écoutez, 50 livres sur le Québec et mon idée est toujours de sensibiliser les gens à l'importance de l'histoire, du territoire et de la beauté du territoire. Cette beauté du territoire-là est très importante parce que j'ai même un projet présentement avec un hôpital. Quelque part, je dis que la beauté est thérapeutique. Elle guérit l'âme. Et dans un hôpital à Québec, on va installer des immenses photos de paysages pour justement inciter les gens à s'évader quelque part pendant un court moment, mais à s'évader quand même. Cette beauté-là, elle est présente. Je dis aux gens quand je les rencontre, quand je fais des conférences, que c'est les gens qui sont sur le territoire sont les gardiens de cette beauté-là. Et cette beauté, ce sont les gens qui la connaissent le mieux. Et c'est à eux que nous devons nous référer pour la garder. Cette beauté-là, elle est manifeste partout. Et souvent, il y a des exemples, comme dans ce cas-ci, où il y a tellement une harmonie entre l'environnement, les cultivateurs, les gens qui habitent. On dirait que tout s'est créé dans un contexte environnemental, mais absolument unique pour permettre, écoutez, il est même prouvé que lorsqu'on vit dans un environnement beau, on vit plus longtemps et qu'on vit mieux. Alors, cette beauté-là, ben, cette beauté du territoire, elle est toujours présente. Et quand elle n'est pas trop présente, les oiseaux nous la rappellent, les mammifères nous rappellent à quel point cet environnement-là est fragile et à quel point il est important de le protéger.